Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui a été demandée par Salomé Baudou et qui va porter sur la philosophie dans l'Antiquité. Alors je vais vite aller sur cette introduction parce que le défi est assez simple. Je dois vous résumer dans les 30 minutes qui sont la limite de mes vidéos, puisque mon appareil ne peut pas filmer plus, je dois vous résumer un petit peu toutes les philosophies et écoles philosophiques de l'Antiquité pour que dans les prochaines vidéos, vous puissiez me demander des sujets philosophiques en particulier et surtout afin de mieux comprendre les termes que j'emploie dans mes vidéos quand je parle d'épicuréisme, de stoïcisme, de pythagorisme, de Socrate, etc. Donc c'est un défi qui va être complexe parce que je dois résumer toute la philosophie archaïque, classique et hellénistique en moins de 30 minutes. Donc il y aura forcément des manquements, hein, des choses qui vont manquer. Je vais me concentrer sur l'essentiel, sur des périodes, sur des régions, sur des personnages, et je vais avancer au fur et à mesure, faire un petit peu une histoire de cette philosophie, hein, et avancer à travers tout ça pour vous donner quelques éléments de compréhension. Je vous invite à aller sur Internet, sur un site que je mettrai, je pense, en description de la vidéo, qui m'a beaucoup aidé à la conception de cette vidéo. Il y a deux sites qui m'ont pas mal aidé, et je vous les mettrai dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller faire vos propres recherches de votre côté. Donc, top départ, c'est parti pour 30 minutes de philosophie. Alors, avant de parler de la philosophie en tant que telle, puisque pour beaucoup, la philosophie naît avec Socrate, je vais prendre cette division, même si aujourd'hui elle est un petit peu questionnée, mais cette division classique de la philosophie, où on considère qu'il y a un avant Socrate, il y a une période de Socrate, et il y a un après Socrate. Donc Socrate est un peu le tournant de l'histoire dans la philosophie. Mais avant de vous parler de ce dernier, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé avant, et notamment des influences de Socrate. Bon, la philosophie, donc la quête de la sagesse, ou l'apparition des premiers sages, hein, si on considère que les avant-Socrate ce sont des sages, eh bien, c'est quelque chose qui est né principalement dans les colonies du monde grec à partir du début du VIe siècle avant notre ère. Alors pourquoi dans les colonies du monde grec? Eh bien, tout simplement parce que dans ces zones, et principalement en Ionie, qui est la côte d'Asie mineure, en contact avec le monde perse, plus proche de l'Égypte, de la Phénicie et donc des cultures mésopotamiennes, assez anciennes, dans ces régions, eh bien, la tradition, la force de la tradition et de la religion était moins forte et moins influente au sein de la société. Et une des choses qui caractérise l'ensemble de ceux qu'on appelle les présocratiques, c'est une base théorique qui rejette progressivement le mythe, mythos, pour se diriger vers la quête de la raison, logos. Donc ça, c'est un des éléments premiers, et cela passe par une lutte face aux traditions et à la religion. Chose qui aurait été beaucoup plus complexe dans les cités du Péloponnèse, de l'Attique ou de la Béotie, qui, au VIe siècle, sont encore très empreintes de religion. D'ailleurs, à cette période, on a encore les textes de Homère ou de Hésiode qui font force de loi, si je puis dire, dans le domaine culturel. Alors oui, pour une fois, j'ai pris des fiches, mais bon, vous en faites pas, je ne vais pas beaucoup les lire parce que c'est n'importe quoi, ces fiches. Mais en tout cas, je suis obligé de m'appuyer sur quelque chose. Donc, eux, ce qui les questionne, ces présocratiques, de manière générale, c'est principalement des questions de nature, sur la nature, donc sur la physique, et sur la métaphysique, c'est-à-dire ce qu'il y a avant, hein, la connaissance des choses au-delà de ce que l'on peut percevoir. Donc en fait, ils s'intéressent à la naissance du monde et à la compréhension du monde, de son fonctionnement, et cela aboutit à des pensées morales, à des pensées humaines et à des organisations politiques. Donc ça, c'est vraiment pour résumer l'ensemble, hein. Donc c'est en gros une philosophie de la nature, et finalement, ces philosophes, ce sont les premiers scientifiques de manière occidentale du terme. Alors, ils vont influencer Socrate et ses disciples, évidemment, et on peut les diviser en deux grandes catégories, hein. C'est le partage que l'on prend de manière générale, c'est l'école ionienne, donc d'Asie mineure, et l'école italique, donc c'est l'école des colonies d'Italie du Sud et de Sicile, donc ce qu'on appelle la Grande Grèce à l'époque. Et en fait, ces écoles-là, l'école de Grande Grèce est reliée à l'école ionienne, donc je vais les prendre de manière chronologique. D'abord, au tout début de l'école ionienne, on a ce qu'on appelle l'école de Milet, donc l'école milésienne. C'est une cité en Asie mineure et qui a été fondée par
Thalès. Donc ce nom, ça devrait vous dire quelque chose, puisqu'il a laissé un théorème mathématique qu'on enseigne encore aujourd'hui au collège, si je ne m'abuse. Et Thalès va être un des premiers qui va fonder une école, il aura plusieurs disciples, qui vont être eux aussi des personnes qui vont s'intéresser aux maths, Anaximandre et Anaximène, et ils vont se poser des questions sur les dieux. Est-ce que finalement le concept de Dieu, qui ressemble à des hommes, à des humains, et qui peuvent interagir avec ces derniers, est-ce que c'est bien raisonnable? Donc on a une recherche de la raison, on re-questionne le mythe, et finalement, ils vont commencer à observer tout ce qu'ils peuvent dans la nature. Donc ils vont un peu jeter les bases de la méthode scientifique qui est l'observation. Et dans cette observation, ils vont constater qu'il y a plusieurs éléments, et pour eux, ce sont ces éléments qui sont à la base de toute chose. Donc plutôt que la naissance du monde par les dieux, ce sont des éléments qui forment la naissance du monde. Et donc ce sont les 4 éléments, eau, terre, air et feu, que vous connaissez toutes et tous, qui sont inventés par cette école. Et d'ailleurs, c'est Anaximandre qui va, pour éviter de mélanger tous ces airs, dire qu'il y a peut-être une base commune qui serait l'apérone, qui serait un élément de l'air. Donc ça serait relié à l'élément aérien. Voilà. Donc ça serait la base de tout. Et ils vont aussi observer les astres. Et ce sont les premiers qui vont... c'est Thalès qui, pour le premier, va dire, ben voilà, ça, ces étoiles-là, elles sont fixes, elles sont particulières, elles sont différentes des autres. Je vais les appeler des planètes. Donc il va, pour le premier, identifier les planètes. En fait, il s'inspire en grande partie de ce qu'on connaissait déjà en Asie à cette époque. Une autre école, c'est celle d'Éphèse, toujours en Ionie, c'est celle d'Héraclite d'Éphèse. Donc Héraclite, lui, va écrire carrément un traité de la nature, de la physie, qui va consacrer à Artémis, déesse protectrice de la nature. Ça, c'est aussi une des particularités des présocratiques. Ils font partie des premiers penseurs à écrire. Et même si on n'a pas tous leurs textes, on a surtout des fragments, ils vont transmettre leur savoir à des disciples, donc de manière orale, mais ces disciples, ou eux-mêmes, vont écrire pour transmettre à la postérité. Donc on a une volonté de transmission par l'écrit. Et Héraclite, il va donc étudier lui aussi la nature, il reprend un peu tout ce que faisait Thalès, il est un peu après, donc on est toujours au 6e siècle avant notre ère, mais il va choisir le feu comme étant l'élément premier, et il va dire que il n'y a pas d'être et de base, tout est mobile dans l'univers, tout ne fait que devenir son contraire, tout est une question de lutte entre les opposés, bref, tout est en perpétuel mouvement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le courant du mobilisme. Et ça va influencer beaucoup d'écoles, et notamment des écoles en opposition. Par exemple, je vais maintenant passer en Italie, on a ce qu'on appelle l'école éléatique. Cette école éléatique, elle vient de Élée, c'est une ville en Campanie, elle a été fondée par Xénophane de Colophon, qui venait donc d'Asie mineure et qui s'est déplacé au VIe siècle en Italie, et qui va fonder une école où lui aussi il remet en question l'anthropomorphisme des dieux, et il va commencer à dire que voilà, il faut s'intéresser à la morale, et surtout d'un point de vue naturel, il faut s'intéresser à ce qu'on observe en faisant gaffe à la perception. En fait, il dit, c'est bien d'observer, mais attention, c'est une perception que l'on a des choses quand on regarde l'univers. Et il faut faire attention à ça et s'intéresser à la métaphysique, c'est-à-dire les choses qui existent sans qu'on puisse les percevoir. Et ce sont ces disciples, comme Parménide, qui vont développer la notion de l'être, indisciple, l'être est la vérité première, et on doit chercher la vérité. Donc c'est eux qui mettent dans la science la quête d'une vérité fixe. Et ils s'opposent à l'opinion qui est la doxa, qui est l'opinion commune. Donc ils s'opposent en fait à l'école d'Héraclite, et son disciple de Parménide, qui est Zénon d'Élée, va continuer dans ce mouvement, et il va inventer ce qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire le raisonnement via la recherche de la vérité via le raisonnement. Donc en gros, on va partir de la doxa, et progressivement, on va développer des thèses et des antithèses. Et c'est lui qui va s'opposer à l'école qui se développait à la même période, des pythagoriciens qui voulaient que les nombres soient au centre de tout. C'est d'ailleurs lui qui invente ce fameux paradoxe de Achille qui court après une tortue. Et il dit, bah voilà, si Achille court 2 fois plus vite que la tortue, et il va forcément la rattraper d'un point de vue mathématique. Mais si on prend que les nombres, et bien, même s'il divise par 2 la distance qui le sépare de la tortue à chaque seconde, et bien jamais il n'atteindra la tortue. Donc
C'est un paradoxe, Zénon d'Élée va faire beaucoup de paradoxes pour en réalité défendre la notion d'être universel, de base universelle que défendait Parménide, face aux pythagoriciens qui vont décortiquer le mouvement. Pareil, les pythagoriciens, c'est une grande école, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je n'aurai pas le temps, hein, mais les pythagoriciens sont une école qui a été fondée par Pythagore, un homme qui venait de Samos, donc lui aussi qui venait d'Asie mineure, qui a beaucoup voyagé, il a été champion olympique, il est allé se former en Samothrace, en Égypte, peut-être même en Perse, à Byblos. Bref, c'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui a compilé des connaissances orientales et qui ensuite les a enseignées et portées en Italie du Sud, notamment dans la ville de Crotone où il était quasiment considéré comme un dieu. Chose qui ne lui déplaisait pas puisqu'apparemment lui-même se disait être la réincarnation d'une divinité. Et son enseignement a porté énormément d'importance dans toute la civilisation grecque, puisqu'il va fonder déjà un modèle d'école, où en gros, il y a un culte du secret qui était déjà présent dans les religions grecques. Donc il y a un culte du secret, il y a différentes étapes pour atteindre la connaissance. Les disciples doivent passer par différents échelons qui sont très longs. Année après année, il y a un travail du corps qui se fait en même temps. Et finalement, petit à petit, on va se spécialiser dans 4 domaines: le religieux, le politique, le contemplatif ou la physique, l'étude de la physique. Donc en fait, c'est même une philosophie qui va organiser, in fine, la société. Donc il explique, de manière générale, la philosophie de Pythagore, c'est tout expliqué par les nombres, tout peut s'expliquer par les nombres, et les nombres sont le seul moyen qu'a l'homme pour expliquer des choses qu'il ne peut pas expliquer par simplement la parole. Donc les nombres vont tout expliquer, et on peut tout séquencer par les nombres. Et c'est eux qui vont notamment mettre dans leur instruction première, notamment chez le contemplatif, la musique, l'astronomie, la géométrie et l'arithmétique, qui sont les bases de l'enseignement et qui vont rester les bases de l'enseignement philosophique, en fait, de l'enseignement scientifique pour les philosophes qui vont suivre, et notamment à l'époque médiévale, c'est la base de l'enseignement médiéval. Ensuite, ils vont avoir une pensée liée un petit peu à la réincarnation, ce qu'ils appellent la transmigration des âmes. Les âmes sont éternelles, et ces âmes éternelles vont se déplacer de corps en corps, et c'est en cela que les pythagoriciens étaient pour certains végétariens pour éviter de manger finalement une âme qui autrefois était un homme. Alors ça, on trouve ça surtout chez Empédocle, qui a essayé de faire le lien entre pythagoriciens et école d'Élée, notamment en disant que oui, il y a 4 éléments, mais ces 4 éléments sont agencés par l'amour et la haine. L'amour, c'est l'un, indivisible, qui cherche à unifier les éléments, à unifier le monde, à mettre de l'ordre. Et de l'autre côté, il y a le chaos qui est issu de la haine, et cette haine cherche à séparer et à détruire, et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle le mobilisme. Donc Empédocle essaye de faire un pont entre les deux, et lui aussi était végétarien, et s'insurgeait surtout sur le fait qu'on sacrifiait des bêtes, et qu'on les mangeait, puisque pour lui, c'était peut-être manger son frère, son père ou sa mère qui était défunte. Donc voilà. Donc il y avait derrière une base sur la santé, et notamment il y avait tout un enseignement sur aussi la médecine et sur le travail du corps. Donc ces gens faisaient beaucoup de sport, notamment le gendre de Pythagore, Milon de Crotone, a été un des plus grands champions olympiques de son temps. Donc voilà pour résumer en gros la pensée de ces présocratiques. Alors, juste avant d'arriver à Socrate, je vais vous parler de 2 courants qui ont existé en même temps que Socrate. D'abord, il y a ce qu'on appelle les atomistes. Alors les atomistes, ils sont issus d'un courant de pensée fondé par Leucippe, donc là on est au 5e siècle, donc à la même période que Socrate, et qui vont en gros développer l'idée qu'il y a un atome, c'est-à-dire quelque chose qui est insécable, qu'on ne peut pas couper, qui est à la base de toute chose, et que ces atomes varient seulement en forme et en position, et ils se déplacent. Et c'est ça qui va changer le monde entier. Et après, en effet, pour eux, donc il y a une base, il y a un être originel, il y a une base, mais tout le reste du monde, eh bien, c'est du mouvement, c'est du déplacement, et en fait, nous, on est dans un plan, donc il n'y a pas différents mondes religieux, spirituels, comme le pensent les prêtres, pour eux, d'ailleurs, ils s'opposent beaucoup à la religion, ils sont très rationalistes, ils observent la physique, eux, ils ne se soucient pas du tout de pensée morale, éthique et humaine, ils s'intéressent surtout à la science, et ils vont dire, voilà, les atomes, on ne peut pas les voir, et les dieux, on ne peut pas les voir non plus. En fait, ils sont tout simplement sur des plans de perception différentes. Nous, avec les outils que l'on a, on ne peut percevoir que ce qu'il y a ici,
Et après, tout ça, ça se redivise et ainsi de suite jusqu'à cette base insécable qui est l'atome. Et celui qui va le plus parler de ça, c'est Démocrite d'Abdère, donc le disciple de Leucippe, et c'est lui qui va écrire, hein, puisque son maître n'avait rien écrit, et alors lui, il va beaucoup écrire, 53 ouvrages. Peu nous sont parvenus, ce sont des ouvrages très précis qui parlent de nature, hein, et il dit, voilà, le vrai, c'est notre perception, hein, par nos moyens, mais ce n'est pas le vrai en absolu. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Et donc, à partir de là, il s'intéresse à plein de choses, et il dit, moi, je ne m'intéresse pas à la morale et tout ça, parce que finalement, au niveau de ma perception, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ce sont mes plaisirs et c'est un peu ma joie. C'est ce qu'on appelle la naissance de l'hédonisme. Voilà. On s'intéresse principalement au plaisir. Et il va écrire 53 ouvrages sur la physique, sur l'éthique, sur les maths, sur la musique, sur les arts, dont les arts guerriers, qui ont malheureusement disparu. Hein. Donc si vous retrouvez Démocrite d'Abdère, l'Oplomachia, je le veux, et aussi sur des techniques agraires. Et en même temps, on a un autre courant, issu donc de ces présocratiques, qui vivaient à la même période que Socrate, qui sont les sophistes. Alors eux, c'est l'inverse. Ils apprennent la nature, ils apprennent les sciences, ils apprennent plein de choses des autres écoles, mais leur but n'est pas la recherche, c'est l'enseignement, et l'enseignement coûtant à des nobles, à des aristocrates qui vont payer pour que cet enseignement leur serve. Hein, et leur serve notamment d'un point de vue politique et d'un point de vue enrichissement. Donc d'abord, on enseigne les sciences parce qu'elles peuvent être utiles, donc elles ne sont pas utiles pour la compréhension du monde, mais elles sont utiles en soi. Donc c'est un peu des technocrates. Hein. La science, si elle n'est pas utile, ne sert à rien. Et c'est eux qui vont surtout développer l'art de la rhétorique, de la grammaire et de la linguistique, qui sont le second plan de tout l'enseignement du monde antique et du monde médiéval. Et par ce biais-là, ils enseignent ces méthodes pour convaincre l'auditoire, non pas du vrai, mais de ce qui vous va à vous, hein, de ce que vous avez envie de transmettre. Donc c'est un courant qui est un petit peu considéré comme mauvais par beaucoup de philosophes, notamment par Platon, qui les critique énormément, parce que ils ne sont pas bons en soi. D'ailleurs, ils sont très relativistes, les sophistes, en disant, comme il n'y a pas de vérité absolue, rien n'est bon en soi, si ce n'est ce qui est bon pour moi. Donc eux aussi, ils sont un petit peu dans la posture de dire, les plaisirs, c'est ce qu'il y a de mieux, et ils sont un petit peu hédonistes d'une certaine manière. Arrive sur cet entrefait, à la même période, Socrate. Pareil, si vous voulez une vidéo complète sur Socrate, je peux la faire. Là, je vais aller assez vite. Socrate, en gros, c'est un homme qui n'était pas un noble, hein, c'était un fils d'une accoucheuse, ça c'est important, et d'un tailleur de pierre qui est né à Athènes. Et donc là, c'est important aussi parce que le 5e siècle, c'est la période où Athènes monte en puissance, elle a vaincu les Perses, elle impose sa domination culturelle et économique sur le monde grec, et presque militaire, avant d'être vaincue pendant la guerre du Péloponnèse, période durant laquelle vit et enseigne justement Socrate, et c'est la période de faste d'Athènes. Et c'est cette période où Socrate va être dans cette ville, et Socrate va recevoir un peu tous les anciens enseignements des présocratiques, et il va un peu les synthétiser à sa manière dans une quête qui est la quête finalement du bonheur, mais pas forcément donc de plaisir, mais du bonheur. Et c'est lui qui va mettre en fait l'homme au centre de la pensée et qui va diviser un peu la philosophie d'avant en disant tout ce qui est science physique, finalement ça m'intéresse assez peu. Socrate, lui, s'intéresse principalement à la pensée et à la pensée humaine. Il enseigne de partout, dans les jardins, dans les lieux publics, sur l'agora, dans la rue, dans les gymnases surtout. Hein. C'est un sportif, c'est un homme de son temps. Hein. Il était, comment s'appelle il a été hoplite, hein. Il a eu une vie politique assez intense, où il a risqué sa vie, il était très courageux à plusieurs reprises pour défendre certaines personnes, parce que selon lui, c'était bon de le faire contre l'opinion de toutes et tous, et contre les sophistes, justement. Et il va développer, en fait, une sorte de sagesse simple, en disant, moi, je ne suis pas sage, contrairement aux sophistes et tout, mais je cherche à acquérir la sagesse. Et toi, est-ce que tu fais pareil? Et tout passe par le questionnement et par l'avancée de chacun qui va faire son propre chemin. Et chez lui, il y a quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas si c'est Platon qui a mis ça dans son œuvre, parce que Socrate n'a pas écrit, mais chez lui, il y a quelque chose qui est très important, c'est la maïeutique. On va faire accoucher des idées chez les gens. Et pourquoi ces gens-là vont réussir à accoucher de ces idées? Eh bien, parce qu'il avait déjà, c'est la préminiscence, en fait, vous avez déjà le bon sens, le sens commun, la vérité en vous. Vous avez déjà la compétence et une sorte de perception de ce qui est bien et de ce qui est vrai. Voilà. Et du coup, Socrate, lui, il cherche juste à vous pousser dans ce sens-là. Donc lui, il dit que
Voilà, alors c'est pas lui, hein, mais les autres vont dire qu'il dit que voilà, le bonheur, c'est le but absolu du philosophe. Il faut aussi aspirer au bon, hein, et notamment à l'éthique. Et la mort, finalement, c'est pas grand-chose. Et si il vaut mieux mourir qu'aller à l'encontre de sa propre éthique. Donc c'est une pensée très indépendante. Et en plus de ça, il est un petit peu à l'origine du cosmopolitisme, parce que même s'il était attaché à sa cité d'Athènes, il se sentait citoyen de tout le monde grec. Donc il relie sa pensée à toutes les cités Athènes et il met un peu fin aux querelles de clochers. Alors, pour lui, il y a un fond et il y a une base qui est vraie. Même s'il y a une multitude d'êtres possibles, il y a quand même une base qui est vraie et c'est ça qui fait qu'on peut philosopher en concept à partir de cette base. Et ça va être un petit peu ce que vont faire ses disciples. Enfin, il aurait été peut-être un prêtre de l'éros, de l'amour, hein, ça relie un petit peu ce que je disais sur Empédocle, l'amour et la haine, mais ça, je laisse un spécialiste peut-être un jour vous en parler. Fille, ça c'est pour toi. Alors, il a été maître de toute une école, hein, il a été bon, malheureusement mis à mort par ses concitoyens pour impiété et pour avoir corrompu la jeunesse, et ce sont ses disciples qui vont écrire, et c'est eux qui vont fonder toutes les écoles philosophiques de la fin de la période classique et de la période hellénistique. Oui, on arrive enfin aux écoles, et je sais, il me reste que 10 minutes, c'est pas grave. Alors, d'abord, le premier que vous connaissez toutes et tous, c'est Platon, qui fonde l'Académie en 388. Donc à peu près 10 ans, 11 ans après la mort de son maître, il achète en fait un jardin où il va mettre un gymnase, il va faire tout un ensemble, et il s'inspire un peu du modèle de vie des pythagoriciens, où les gens doivent vivre avec une éthique, où il y a un enseignement qui est donné, mais cet enseignement n'est pas secret, il est gratuit par rapport à celui des sophistes, et il revient quand même sur les bases des sciences. Et d'ailleurs, beaucoup étaient déçus de l'enseignement de Platon parce qu'ils pensaient voir en lui un homme comme Socrate qui allait leur donner plein de vérités et plein de choses, alors que pas du tout, il leur réenseigne les sciences en disant voilà, il faut apprendre les sciences parce que la connaissance est un moyen de sortir de l'illusion qu'on a du monde pour ensuite tendre vers le bon et vers le bien. Alors, il s'oppose un peu aux idées hédonistes. Il n'est pas du tout dogmatique, par contre, il incorpore plein d'idées qui viennent un peu de tous bords. Et lui, il va, alors attendez, je me perds un peu, il va dire qu'il y a des vérités indépendantes de l'expérience, donc des sensations. Ces vérités sont à la base de la raison, il faut les comprendre, et elles sont à la base de concepts. Et c'est lui qui va mettre en place la méthode scientifique de la recherche par la disputatio, par le dialogue. En fait, tous les discours de Socrate qu'il va écrire, en fait, ce sont des dialogues, et en fait, les interlocuteurs évoluent et avancent en connaissance en échangeant et en dialoguant. Donc ça, c'est une des enseignements de Platon les plus importants. Il tend vers le bonheur et il tend aussi vers le beau et vers le bon. Et ça, c'est l'élan amoureux qui amène ensuite vers la compréhension du bien, et le bien serait la base de toute chose. Donc pour lui, l'homme est bon, le monde est bon, voilà, par essence, et en fait, l'amour tend vers cette chose-là. Donc ce qui relie les hommes, c'est cette base commune qui est le bien. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin bref, il récupère la maïeutique et la réminiscence qui sont des principes de Socrate, et il considère que personne n'est jamais méchant volontairement. Donc c'est une vision très positive, et pour lui, en politique, il faut que le philosophe commence par être roi de la cité pour ordonner la cité d'une bonne manière, pour donner l'enseignement à tout le monde, et ensuite, le philosophe roi laissera la place à une république de philosophes. Donc c'est un aspect très philosophique, très positiviste, qui est contesté par un de ses disciples, Aristote. Aristote, qui n'a pas été un disciple de Socrate, qui a été un disciple de Platon, a fondé sa propre école, s'inspirant des anciennes écoles, donc le lycée, il enseignait à Athènes, après avoir enseigné un peu partout, et notamment en Macédoine à Alexandre le Grand. Et lui, il va être assez critique par rapport à ce côté très positiviste, et il va retourner un petit peu à l'étude un peu dure des sciences naturelles, et c'est lui qui va développer un peu, mettre en place ce qu'on appelle la logique, c'est-à-dire la démonstration via un raisonnement, partant de petites vérités et allant vers plus de précision et de rigueur. C'est ça qu'on appelle en fait la rigueur scientifique, et pour lui, en fait, tout ça, ça fait partie d'un ensemble, où, in fine, la démonstration, eh bien, elle se base sur quelque chose de vrai, et la suite du raisonnement découle de cette base et d'affirmation petit à petit. Donc voilà, ça c'est un peu la pensée d'Aristote qui, à partir de là, va contester certaines thèses de Platon, va avancer dans tous les domaines des sciences, ça c'est assez important, alors même s'il s'est trompé beaucoup,
Il a aussi développé plein de domaines qui n'existaient pas en son temps. Il va en fait synthétiser un peu tout ce qui s'était fait à l'époque des présocratiques et il va mettre en avant, alors ça c'est aussi une des bases de sa pensée, le fait que la nature a quatre causes, une cause matérielle, une cause formelle, une cause efficiente et une cause finale. La cause matérielle, c'est la base. Voilà, je prends ça, c'est du plastique. La forme, c'est la forme que prend la chaise. Le moteur, c'est l'efficience, c'est pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai fait parce que j'ai pu la fabriquer parce que j'avais les compétences techniques. Et la finale, c'est la raison pourquoi je fais ça, pour pouvoir m'asseoir et pour pouvoir vous faire une vidéo, en l'occurrence. Et il dit que justement, la divinité, tout ce qui est de l'ordre du divin et du bien et du vrai, c'est en fait c'est qu'un moteur. Hein. Le résultat final, c'est l'homme. Et donc il met un petit peu l'homme au centre de chaque chose. Et il dit que voilà, l'homme doit, avant toute chose, chercher le bonheur. Hein. Donc c'est le concept de l'eudémonisme. Et comme l'homme est un animal politique, il ne peut être heureux qu'avec ses semblables, il faut organiser une cité qui rendrait les gens heureux. Et lui, il est très pragmatique. Il dit que voilà, il y a trois modèles de cité, monarchie, aristocratie et démocratie, mais que tout tombe toujours dans un mauvais pendant, monarchie en tyrannie, aristocratie en oligarchie et démocratie en démagogie, et que finalement, la moins pire des trois, c'est l'oligarchie. Donc, il est oligarque et il prétend qu'il faut instaurer une oligarchie par partir de philosophes. Et ça va influencer les philosophes chrétiens et arabes. Donc il y a deux grands camps, le platonisme, qui va fonder l'école néoplatonicienne et qui va être à l'origine des humanistes de la Renaissance, et on a les aristotéliciens qui ont un peu dominé toute la période médiévale, notamment toute la pensée arabe et la pensée chrétienne. Alors, avec ces deux écoles principales, on a d'autres écoles. Alors on a l'école cynique, qui est contemporaine à Platon et à Aristote. Ça a été fondé par Antisthène, qui était un élève de Socrate, et qui était aussi un métèque, et qui dit que lui, le bonheur, ça dépend de nous. Donc ça va plus tard influencer les stoïciens, j'en parle juste après. Et bon, il va avoir une sorte de mépris des hommes. Ils vont être un petit peu monothéistes en disant bah, finalement il n'y a qu'une seule ensemble de divinités, mais ça me préoccupe pas trop. L'éthique et la vertu suffit à être heureux. Et quelle est la bonne chose à adopter? Quel mode de vie on doit adopter pour devenir heureux? Eh bien, adopter un mode de vie simple où on ne peut quasiment rien nous enlever. Et on va mépriser les conventions sociales. Et finalement, l'homme est un animal politique, ça n'intéresse pas trop. Et la pensée de République, de philosophe, de Platon, pareil, il s'en moque. Et une des phrases, par exemple, qu'il va dire, c'est « on doit acquérir l'intelligence ou une corde pour se pendre ». Donc c'est pour ça qu'on dit que la pensée cynique est souvent une pensée teintée d'humour noir, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très radical. Voilà, si tu n'es pas assez intelligent pour adopter une vie simple, en fait, tu vas souffrir toute ta vie. Tu peux directement aller te pendre. Hein. Voilà. Et celui qui va appliquer ça, surtout, c'est son élève, Diogène, hein, qui va fonder en fait ce qu'on appelle l'école cynique, puisqu'à la base, ils enseignaient dans un gymnase qui s'appelait le Chien Agile. Et puis finalement, Diogène de Sinope va développer le concept de vivre comme un chien, au mépris des conventions sociales, en se moquant des puissants. Par exemple, il faisait des gestes de provocation de l'ordre établi en urinant devant les passants, voire en se masturbant devant les passants, pardon. Et c'est un mouvement très contestataire et très cosmopolite, puisque il dit, il n'y a pas de cité, moi je ne suis pas athénien ou sinope, je suis un citoyen du monde. Donc ils reprennent ça un peu à Socrate, et finalement ils disent, si vous avez une vie simple, vous pourrez vivre un peu comme le héros Héraclès, en faisant votre vie comme vous le voulez, au mépris de la mort. Si on vous tue, on vous tue, c'est pas grave. Et puis, on peut pas vous enlever grand-chose, parce que comme vous vous nourrissez de quasiment rien, de reste, de mendicité, que vous n'avez pas de maison, pas de famille ni rien, finalement, bon courage à celui qui veut vous enlever quelque chose. Donc c'est un peu une philosophie du quotidien face à la philosophie de la pensée qui est développée par les autres écoles. Bon, elle n'a pas fait beaucoup d'émules, notamment chez les chrétiens. Vous pouvez bien le penser. Alors on a deux autres écoles. Hein. On a les sceptiques à la même période qui se développent. Donc on est toujours au IVe siècle, qui re-questionnent le concept de vérité et qui disent que voilà, il n'y a peut-être pas de base et de vérité absolue. Bon voilà, je ne vais pas trop en parler. Et on a les cyrénaïques qui, eux, disent oui, le plaisir, c'est la base de toute chose, et donc ils sont des purs hédonistes. Donc Casanova devient un hédoniste, c'est un cyrénaïque. Il y a les deux dernières écoles dont je veux parler, il me reste très peu de temps, et ce sont deux écoles de la période hellénistique qui arrivent à la toute fin du IVe, et qui vont influencer toute l'histoire chrétienne et toute l'histoire médiévale, et ce sont les stoïciens et les épicuriens.
deux écoles qui travaillent sur la maîtrise des désirs. Alors ils sont influencés en ça par les cyniques, mais ils sont aussi influencés par Platon et Aristote. Et pour vraiment faire simple, Zénon de Kition, qui est un stoïcien, s'oppose à Épicure, qui est le fondateur de l'épicurisme. Zénon dit qu'en gros, il faut se détacher des choses qui nous arrivent de l'extérieur. Si vous pleut dessus, pourquoi vous en affectez? Parce que de toute façon, ça ne dépend pas de vous. Et il dit qu'en fait, le monde, il y a une sorte de destin qui est inéluctable. Il y a les choses arrivent et vous ne pouvez rien y faire. Par contre, vous avez une marge de liberté sur la manière de vous conduire par rapport à ce qui arrive. Et surtout, sur, je suis désolé, avec la lumière, vous ne voyez plus mon visage, c'est pas grave, sur la manière de vous conduire et surtout la manière de percevoir ce qui vous arrive. Et c'est en maîtrisant un petit peu ces désirs, en contrôlant toutes ces passions, hein, qu'on va effacer la douleur et atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire une sorte de bonheur un peu éternel, sans passion, mais sans souffrance surtout. Parce qu'il dit surtout, le pire du pire, c'est la souffrance. Et le but pour être heureux, c'est d'atteindre cette ataraxie. Donc c'est cette vie sans souffrance. Donc ça va influencer par exemple les matérialistes, et notamment Descartes et Spinoza. Alors, en face, il y a les épicuriens, et notamment Épicure, qui a été un homme qui a acheté lui aussi un jardin, et il a fondé une école à Athènes, et lui il a une attitude un peu plus mitigée sur le contrôle des désirs. Il dit, pour résumer, alors c'est un atomiste en fait au passage, donc il considère qu'il y a des choses vraies, contrairement aux stoïciens. Voilà, donc lui dit, il y a des bases qui sont vraies, hein, véridiques, on peut raisonner un concept. Il faut étudier le monde, parce que la compréhension du monde nous permettra de mieux le percevoir et de mieux l'appréhender. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur, et ça il reprend à Socrate, de la mort, il ne faut pas avoir peur des dieux. Donc en gros, il y a 4 choses pour soigner les hommes: ne pas craindre les dieux, ne pas craindre la mort, supprimer la douleur, et surtout, le bien est facile à atteindre. Faire le bien est plus facile que faire le mal. Et pour ça, et je finirai là-dessus, il suffit d'appliquer un concept très simple. Il y a 4 types de désirs. Les désirs utiles, nécessaires, les désirs utiles, les désirs non utiles et les désirs non nécessaires. Pour faire simple, sur le concept de manger, manger est nécessaire. Manger ce qu'on aime est nécessaire et utile, donc ça c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, chercher à manger beaucoup trop, à devenir riche pour pouvoir manger tous les jours et être insatiable et être esclave de son désir de manger, ça c'est non utile et c'est non nécessaire, c'est un désir non nécessaire et non utile de désirer ne plus jamais avoir faim en mangeant toujours, en partant en quête de la corne d'abondance, hein, puisqu'en fait vous ne la trouverez jamais, c'est impossible, tout comme l'immortalité, etc. Et donc chercher les choses impossibles, c'est vous faire souffrir, et chercher le trop, c'est vous faire souffrir. Donc il faut mesurer les désirs pour avoir des plaisirs mesurés, pour ne pas trop souffrir. Donc on cherche une ataraxie, limiter la souffrance, mais tout en ayant quand même des plaisirs. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça. Je crois que ça va couper incessamment sous peu, hein. Je vois le timer à 33 minutes, je sais que ça coupe vers là. Donc merci à vous pour avoir écouté cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que je traite la prochaine fois, un sujet philosophique, si vous le voulez en détail, ou parler Continuum Massalia ou autre. C'était pas facile en tout cas.